un simple coup de feu va changer le cours de la vie d'un policier. L'espoir de faire une des plus grandes découvertes au monde nous faisait avancer, et ce, en dépit du danger. À ses côtés, le 8e homme à avoir posé le pied sur la Lune. Et l'un des plus riches traders de la planète. Ensemble, ils décident d'enquêter sur le plus grand mystère biblique. Le passage de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge est le point culminant du livre de l'Exode. C'est écrit pour être impressionnant. C'est un phénomène naturel que seul le Créateur qui est à l'origine de l'eau et du vent peut provoquer. De nos jours, beaucoup considèrent que cette histoire n'est qu'un simple mythe. Il n'y a absolument aucune preuve du passage des Hébreux en Égypte. Chercher l'endroit où a eu lieu la traversée de la mer Rouge est une perte de temps. Cet événement biblique a-t-il réellement eu lieu? Deux hommes ont adopté des méthodes très différentes dans l'espoir de prouver que Dieu a bel et bien écarté les eaux. L'un d'eux est un ingénieur logiciel convaincu que le phénomène est scientifiquement explicable. J'ai démontré que le récit de l'ouverture de la mer Rouge dans le livre de l'Exode est un fait historique. L'autre est un policier chevronné qui cherche des preuves matérielles sur le terrain. Dieu a laissé l'empreinte de sa présence sur toute la planète. Il suffit de chercher au bon endroit pour le prouver. Mon aventure a commencé à la surface de la Lune. La Californie en 1978. Bob Cornuke est inspecteur de la police scientifique. Il ne s'est jamais intéressé à la Bible, mais tout est sur le point de changer. J'ai reçu un message radio signalant un incendie dans un jardin. J'étais à 2 pas des lieux. C'est le travail de la police municipale, mais j'ai décidé d'y aller. Cornuke s'arrête devant la maison. Je suis sorti de ma voiture banalisée. J'étais en civil, avec mon 9 mm caché sous ma veste, puis j'ai avancé jusqu'à la porte d'entrée. Très vite, il se rend compte que c'est un guet-apens. Cet homme a braqué un fusil entre mes 2 yeux. Il tenait une bouteille de vodka à moitié vide dans l'autre main. Il m'a demandé « Tu es flic ?» J'ai répondu « Non ». Cornuke fuit pour se mettre à l'abri. Le tireur ouvre le feu. J'ai entendu le crépitement d'une balle qui m'a frôlé l'oreille. J'ai tout de suite signalé la fusillade. Je suis resté au sol pendant une éternité. L'agresseur finit par avancer et tirer. Cornuke riposte. J'avais les mains moites à force de serrer mon arme. Je me suis jeté sur le capot de mon véhicule de fonction et j'ai tiré. Le coup fatal est parti. Une énorme boule de feu est sortie de mon arme. Mortellement blessé à la poitrine, l'homme s'écroule. Cornuke est en vie, mais cette altercation le marque profondément. J'avais encore mon arme dans les mains. Elle fumait. Et cet homme était allongé au sol en train de mourir. Ça m'a vraiment bouleversé. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de cette expérience. Cette rencontre fatidique marque un tournant dans la vie de Cornuke. Après 10 ans de service, il décide de quitter la police. Il déménage dans le Colorado, dans l'espoir d'y retrouver paix et sérénité. Spirituellement, ce changement m'a fait beaucoup de bien. Et la plus grande aventure de ma vie m'attendait encore. Cornuke est sur le point de suivre les traces de Moïse.
Il va enquêter sur le passage de la mer Rouge. L'homme qui lui inspire cette idée est un héros américain, l'astronaute Jim Irwin. Jim était le 8e homme à avoir posé le pied sur la Lune. Imaginez un peu, il y a plus de 6 milliards d'habitants sur la planète et seuls 12 d'entre eux ont marché sur la Lune. Jim Irwin est le pilote du module lunaire de la mission Apollo 15 lancée par la NASA en 1971. Pour lui, cette mission est avant tout une expérience spirituelle. 7%, 20 Contact. Le 31 juillet, il pose le pied sur la surface de la Lune. Oh boy, it's beautiful out here. Irwin passe près de 3 jours sur le satellite. Un jour, il m'a dit, je me suis retourné pour regarder la Terre. J'ai levé ma visière et je n'entendais que les battements de mon cœur et le sifflement de l'oxygène dans mon casque. What have you? Il contemplait cet astre vivant qu'est la Terre, un mélange de bleu, de blanc, de vert et de marron. Il m'a dit qu'il pouvait presque voir l'eau circuler sur le globe. C'est à ce moment qu'il a compris que ce n'était pas un incident cosmique. La Terre était bien l'œuvre de Dieu. Dave, I'm reminded of a favorite biblical passage from Psalm. I look unto the hills from whence cometh my help. But of course we get quite a bit from Houston too. Il était déjà très croyant, mais son voyage sur la Lune a revigoré sa foi. Quand Irwin rentre sur Terre, il se donne une nouvelle mission. Il veut prouver que la Bible est intégralement véridique. Dix ans plus tard, pour l'aider dans sa quête, il fait appel à Bob Cornuke. Engourdi par une vie trop paisible, ce dernier saute sur l'occasion. On s'est rencontrés à un moment idéal de notre vie. Il cherchait des lieux historiques de la Bible et moi j'avais soif d'aventure. On s'est associés et on s'est mis en route. Cornuke va mettre à profit son expérience d'inspecteur pour enquêter sur l'un des plus grands mystères de l'histoire. Le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge est sûrement le plus spectaculaire des miracles de l'Ancien Testament. La traversée de la mer Rouge est le point culminant du livre de l'Exode. La Bible raconte que les Hébreux ont été mis en esclavage en Égypte pendant des années. Un beau jour, Dieu s'est adressé à Moïse sous la forme d'un buisson ardent. Il lui demande d'aller secourir son peuple. Moïse obéit et implore Pharaon de libérer les Hébreux. Mais ce dernier refuse. Dieu inflige alors 10 plaies à l'Égypte. Pharaon finit par autoriser les Hébreux à partir. Moïse les guide alors hors d'Égypte au cours d'un long périple, l'Exode. Quelques jours plus tard, Pharaon envoie son armée de chars à leur poursuite. Pharaon s'est ravisé et les Égyptiens ont pris en chasse les anciens esclaves. Quelques jours après être sortis d'Égypte, les Hébreux atteignent une mer infranchissable. Le peuple d'Israël est acculé entre l'impressionnante armée de Pharaon et cette énorme étendue d'eau. Moïse se tourne vers Dieu qui lui dit de continuer à avancer. Puis il tend sa main en direction de l'eau. Les eaux s'écartent sur leur passage. D'après le livre d'Ésaïe, Dieu leur a ouvert un véritable chemin. Les Hébreux peuvent alors traverser l'étendue d'eau à pied.
Quand les eaux se sont refermées, d'énormes vagues se sont écrasées sur l'armée de Pharaon. C'est un récit saisissant. Mais quand Kornouk consulte les données archéologiques sur le sujet, il ne trouve quasiment aucune preuve tangible de ces événements. Il n'y a pas de preuve du voyage des esclaves hébreux. On n'a rien trouvé à aucun des endroits qu'ils sont censés avoir traversés. Il n'y a aucun vestige corroborant les histoires bibliques du livre de l'Exode en Égypte. Les archéologues ne s'attardent pas sur le sujet. On a mieux à faire de notre temps. Ça ne mène à rien d'essayer de localiser les sites dont on parle dans la Bible. Ils sont introuvables. Essayez si vous voulez, mais vous allez être déçus. Kornouk et Irwin ne sont pas de cet avis. Ils sont persuadés que l'inexistence de preuves n'est pas une preuve d'inexistence. L'archéologie est dépassée. C'est juste l'étude de déchets durables. J'ai analysé la Bible comme si c'était une scène de crime vieille de 2 à 3 000 ans. Les preuves disparaissent très vite. Le temps est l'ennemi numéro 1 de tout enquêteur. Il n'y a pas pire frein à une enquête. Les deux amis décident d'utiliser la Bible comme guide pour traquer la moindre preuve qui aurait pu subsister en Égypte. Kornouk et Irwin entament leur voyage en 1988. Le multimillionnaire Larry Williams les accompagne. Lui aussi est avide d'aventure et il accepte de financer l'expédition. Larry est l'un des types les plus extraordinaires que j'ai connus. Il est très courageux et très intelligent. C'est aussi quelqu'un d'immensément riche. Leur objectif est de prouver que l'ouverture de la mer Rouge a bien eu lieu. Pour ce faire, ils doivent déterminer l'endroit exact où le miracle se serait produit. La mer Rouge s'étend du golfe d'Aden au sud jusqu'au golfe de Suez et d'Aqaba au nord. En théorie, les Hébreux peuvent l'avoir traversée à n'importe quel endroit. Heureusement, la Bible fournit quelques indices. L'Exode donne des détails précis sur les lieux parcourus pour fuir l'Égypte. Au départ, ils vivent à Goshen. Ensuite, ils se rassemblent à Soukot. Et ils s'arrêtent sur plusieurs sites avant d'atteindre la mer. La Bible cite une douzaine d'endroits traversés lors de l'Exode. C'est un faisceau de preuves satisfaisant pour un enquêteur expérimenté. Mais il y a un problème. Le nom de ces lieux ne correspond à aucun des noms de notre époque. Comme le récit biblique est très précis au sujet des chemins et des villes visitées par les Hébreux, on pourrait croire qu'il est facile de déterminer l'itinéraire exact de l'Exode. Mais c'est tout sauf évident. Il est presque impossible de retracer leur voyage. Les trois amis ne s'avouent pas vaincus pour autant. Les points de départ et d'arrivée de l'Exode semblent être identifiables. Il est peut-être possible d'y trouver d'autres indices. Le livre de l'Exode raconte que les Hébreux vivaient sur des terres fertiles en Égypte, dans une région nommée Goshen. D'après les informations de la Bible, Goshen se trouverait quelque part dans la région est du delta du Nil. Le point de traversée de la mer Rouge dépend de la direction que les Hébreux ont prise en quittant Goshen. Pour le connaître, il faut déterminer la localisation exacte du mont Sinaï où l'Exode a pris fin. Le récit biblique nous informe qu'ils ont démarré leur voyage à Goshen. À la fin, ils arrivent au pied d'une montagne connue sous le nom de Sinaï. Entre-temps, ils ont tous assisté à l'ouverture de la mer Rouge qu'ils ont traversée.
De nos jours, le mont Sinaï se trouve officiellement à la pointe sud de la péninsule du Sinaï. Cet endroit est aussi connu sous le nom de Djebel Moussa, la montagne de Moïse. Une fois arrivés au mont Sinaï, les Hébreux construisent un autel et dressent 12 colonnes de pierre. Puis ils s'y installent pendant plusieurs semaines. C'est au mont Sinaï que Dieu apparaît pour la première fois à Moïse sous la forme d'un buisson ardent. C'est aussi à cet endroit que les Hébreux se réfugient et que Moïse leur transmet les 10 commandements et la Torah. Goshen se trouverait à l'est du delta du Nil et le mont Sinaï à la pointe sud du désert. Si tel est le cas, les Hébreux ont dû traverser la mer Rouge aux alentours du golfe de Suez. Jusqu'à maintenant, personne n'a repéré au fond de la mer la moindre trace laissée par leur passage. De plus, aucun vestige de chars de guerre égyptiens n'y a été trouvé. Cornouk commence à se demander si certaines de ces données ne sont pas erronées. On s'est rendu sur ce que l'on pensait être le mont Sinaï. C'était logique de commencer par là. Les 3 aventuriers escaladent le mont à la recherche d'indices sur l'ouverture de la mer Rouge. Le ciel était dégagé, le soleil se levait et c'était magnifique. Quand Jim s'est retourné et m'a regardé, j'ai tout de suite vu qu'il avait l'air aussi surpris que moi. Il m'a dit « Bob, je ne sais pas où on est, mais ce n'est pas le mont Sinaï. » L'équipe ne voit aucune trace d'un hôtel ou de 12 colonnes de pierre. Il n'y a pas non plus d'oasis assez grande pour subvenir aux besoins en eau et en nourriture de milliers d'Hébreux. Ce sont les bases de l'archéologie. Ce lieu n'est pas la bonne montagne. Rien ne correspond à ce qui est décrit dans les textes. Il fallait qu'on cherche ailleurs. Cornouk découvre que Djebel Moussa n'a pas toujours été officiellement le mont Sinaï. Le site n'a été choisi qu'au moment où le monastère a été construit dans la région, au IVe siècle après Jésus-Christ, plus de 1500 ans après l'Exode. L'endroit que l'on considère comme le mont Sinaï aujourd'hui n'est peut-être pas le bon. Le problème, c'est que tous ces sites ont été identifiés bien après les événements qui les ont rendus célèbres. Si le véritable mont Sinaï se trouve ailleurs, le lieu de la traversée est lui aussi différent. Cornouk et son équipe se remettent à la recherche d'indices dans la Bible. Le texte de l'Exode est on ne peut plus clair. Le miracle de l'ouverture de la mer Rouge est arrivé parce que les Hébreux se trouvaient bloqués. Le texte dit encore « Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme ». Ils sont pris au piège entre la mer et les troupes de Pharaon. L'équipe examine des images satellites de la péninsule du Sinaï. Ils cherchent les endroits où les Hébreux n'auraient eu aucun moyen de fuir l'armée égyptienne. Quand on est inspecteur de police, on doit toujours garder l'esprit ouvert. Il faut laisser les preuves parler d'elles-mêmes et éviter de les interpréter comme ça nous arrange. À la pointe de la péninsule, ils repèrent un détail prometteur. Un petit littoral entouré de montagnes. Les images satellites montraient des montagnes qui encerclaient une vaste étendue d'eau. Les caractéristiques de cette zone collaient parfaitement au récit. L'équipe se rend sur les lieux pour se faire une idée plus précise du paysage. Ils arrivent dans un endroit connu sous le nom de détroit de Tyrane. Ici, les Hébreux étaient pris au piège entre les montagnes, la mer et les troupes égyptiennes. Un grand groupe aurait très facilement pu longer ce littoral. La Bible dit qu'ils sont allés jusqu'au bout de la côte avant de faire demi-tour juste ici, dans cette zone. On peut aussi voir une grande plage à ce niveau. C'est là qu'ils se sont retrouvés bloqués entre les montagnes et l'étendue d'eau. Pharaon les poursuivait et ils n'avaient nulle part où s'enfuir. Le paysage semble correspondre au texte biblique.
Mais il n'en va pas de même pour la mer adjacente. Le golfe d'Aqaba gagne brutalement en profondeur. Le rivage est trop abrupt pour que les Hébreux aient pu descendre jusqu'au fond de la mer et la traverser à pied. Cornouck et Williams décident de vérifier par eux-mêmes. La Bible dit que Dieu a créé un chemin à travers les eaux. Si cet endroit est le bon, ce chemin devrait toujours être là. On a plongé et on a commencé à explorer le golfe d'Aqaba. Il y avait une vie aquatique extraordinaire. C'était splendide. Sous la surface, Cornouck fait une découverte fascinante. Un gigantesque récif de corail. Le récif formait comme un mur. Il s'étalait de haut en bas. Il débutait juste après le rivage, sous la mer, et descendait à plus de 300 mètres de profondeur. Pour Bob Cornouck, c'est une révélation. Dans Ésaïe 51, Dieu dit qu'il va leur frayer un chemin dans les profondeurs de la mer. Ce récif n'est pas du tout émergé. Il commence en dessous de la surface de l'eau. Et il s'étend de la pointe de la péninsule de Sinaï jusqu'en Arabie Saoudite. Cornouck et Williams fouillent le récif à la recherche de débris de chars de l'armée de Pharaon. Mais ils ne trouvent que des restes d'épaves modernes. Malgré tout, ils restent convaincus que l'ouverture de la mer Rouge a eu lieu sur ce site et non dans le golfe de Suez. C'était fantastique de se dire qu'on était à l'endroit mentionné dans le livre d'Ésaïe. C'était là que la mer Rouge s'était ouverte pour laisser passer les enfants d'Israël. En tant qu'ex-policier, Cornouck tient à réunir d'autres preuves corroborant sa théorie. Il ne trouve rien dans le récif, mais il voudrait tenter sa chance de l'autre côté du golfe. Jim Irwin lui lance un défi. J'étais avec Larry Williams et Jim m'a dit « Il faut que vous alliez là-bas avec Larry ». Mais cette expédition va être encore plus dangereuse qu'un voyage sur la Lune. De l'autre côté du golfe se trouvent les terres interdites d'Arabie Saoudite. En 1988, le riche royaume pétrolier est loin de se montrer accueillant avec les touristes. Mais il en faut plus pour arrêter l'équipe d'enquêteurs. Ce qu'on a fait était extrêmement dangereux. Mais on a réussi à entrer dans le pays. À mes yeux, ce qu'on y a trouvé est époustouflant. Dans le Colorado, un autre type de détective souhaite aussi prouver que l'ouverture de la mer Rouge a bien eu lieu. L'ingénieur logiciel Carl Drews estime que Cornouck fait fausse route. Aujourd'hui, Drews est développeur système au Centre national pour la recherche atmosphérique. C'est aussi un fervent croyant. L'ouverture de la mer Rouge est l'un des miracles les plus grandioses de l'Ancien Testament. J'ai toujours su que c'était vraiment arrivé. La quête de Drews voit le jour à l'université lors d'un cours de mécanique des fluides. Il y étudie la façon dont le vent peut déplacer des masses d'eau. Quand le vent fait monter le niveau de l'eau, on parle de marée de tempête et de surcote. Quand il le fait descendre, on parle de décote. Je n'avais pas encore la mer Rouge en tête, mais mon professeur a commencé à parler d'un phénomène où le vent souffle dans cette direction, alors que la mer se déplace à un angle de 45 degrés. Donc le vent va dans ce sens et la mer dans celui-ci. Ça m'a tout de suite fait penser au chapitre 14 de l'Exode. La Bible y explique comment Dieu a fait reculer la mer Rouge à l'aide d'un puissant vent d'est qui souffla toute la nuit. Le cerveau de Drews est en ébullition. Il se rend compte que le phénomène de décote pourrait bien expliquer l'ouverture de la mer Rouge.
Dans ma tête, ça a fait tilt. Si le vent souffle assez fort à l'est du delta du Nil et sur le golfe de Suez, il pourrait découvrir une langue de terre assez large pour permettre aux Israélites de traverser. J'étais très content de moi, et je n'en revenais pas. En 30 secondes, je pensais avoir élucidé ce mystère vieux de plus de 2000 ans. J'étais surexcité. Fort de sa découverte, Druz s'empresse d'aller consulter un collègue. Je lui ai fièrement dit, j'ai percé à jour le secret du passage de la mer Rouge. Je lui ai expliqué que si un vent d'est soufflait à ce niveau, une langue de terre se dégagerait dans le golfe de Suez. Puis je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il a regardé mon schéma et a répondu, en général, un vent d'est souffle dans cette direction. C'est une erreur de débutant. Le vent ne soufflait pas dans le bon sens. Le phénomène de décote n'est pas la solution, en tout cas pas dans le golfe de Suez. Karl Druz n'est pas un spécialiste d'archéologie biblique, mais il en faut plus pour l'arrêter. Il décide de faire de l'ouverture de la mer Rouge le sujet de son mémoire en informatique. Sa première tâche est de trouver une étendue d'eau où souffle un vent d'est assez puissant. Comme Bob Cornuck, il cherche d'abord des indices dans la Bible. Il découvre que dans le texte original, les Hébreux traversent une mer nommée Yam Souf. Yam Souf est couramment traduit par mer Rouge. Mais en réalité, cela signifie mer des roseaux. Le terme hébreu est Yam Souf. Yam signifie mer et Souf signifie roseau. Cela désigne une étendue d'eau avec beaucoup de végétation. Druz est face à une véritable énigme. En général, les roseaux poussent dans des eaux saumâtres plutôt qu'en pleine mer. Le terme « mer des roseaux » pourrait très bien désigner un grand lac. J'étais perdu jusqu'au moment où je me suis penché sur la région est du delta du Nil. Druz étudie des cartes détaillées de la région. Près des terres de Goshen, où les Hébreux vivaient en Égypte, il découvre un vaste lac. Il est assez grand pour être confondu avec la mer. Il s'agit du lac Manzala. Aujourd'hui encore, le lac Manzala est une immense étendue d'eau verdoyante. Des quantités de roseaux y poussent jusqu'à se fondre dans l'horizon. Et il se trouve à la frontière de l'Égypte. S'il y a bien un lac qu'on pourrait surnommer la mer des roseaux, c'est celui-ci. Le lac Manzala correspond à la description biblique. Mais le phénomène de décote pourrait-il y faire apparaître un chemin au fond des eaux? Pour le savoir, Druz doit mettre au point un modèle informatique complexe de la zone. Je ne pouvais être sûr de rien tant que je n'avais pas modélisé le lac pour faire des tests. Pour créer ce modèle, Druz a besoin de données précises. Il lui faut la longueur, la largeur et la profondeur du lac et des rivières adjacentes à l'époque de l'Exode. Très vite, il se retrouve face à un nouvel obstacle. J'essayais de me faire une idée de la topographie du delta du Nil à cette époque. Le souci, c'est que personne n'avait ces données. 3000 ans ont passé depuis que les Hébreux ont fui l'Égypte. Depuis, les cours d'eau à l'est du delta du Nil ont radicalement changé. Au cours des années 1860, le canal de Suez a été construit le long du lac Manzala. Ça a beaucoup changé la région. Il me fallait des informations datant d'avant les travaux. Druz finit par trouver un ouvrage qui pourrait recéler ces informations. L'historien grec Hérodote a écrit le récit de ses voyages dans la région au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ces observations ont été cartographiées au début du 19e siècle par un chercheur dans un livre intitulé « La géographie d'Hérodote ». Druz se rend à la bibliothèque de l'université dans l'espoir d'y trouver un exemplaire.
Je me suis faufilé jusque dans les profondeurs de la bibliothèque. C'est mon endroit préféré. Et j'ai déniché un exemplaire du livre. Je ne savais pas ce que j'allais y trouver. C'était un vieux livre tout abîmé. Je me disais, c'est toujours dans ces moments-là qu'Indiana Jones trouve une carte. Je vais peut-être en trouver une moi aussi. Et justement, quand j'ai ouvert le livre, une carte en est tombée. C'était une vieille carte un peu chiffonnée, comme dans les films. Je l'ai examinée et elle contenait toutes les informations qu'il avait réunies sur la partie est du delta du Nil. Druse retourne sans plus attendre à son bureau pour scanner la carte antique. À l'époque d'Hérodote, le lac Manzala porte le nom de lac de Tanis. La carte procure à Druse des données cruciales. Mais avant de pouvoir tester son modèle, il a besoin d'un dernier renseignement. Sur les centaines de kilomètres de côte, il doit réussir à déterminer le point de traversée. Encore une fois, il décide de s'appuyer sur la Bible. Le texte regorge d'indices sur la position des Hébreux au moment où le miracle a eu lieu. Il campe devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. L'auteur de l'Exode a dû se dire qu'avec 3 noms de lieux aussi précis, on allait forcément savoir de quel endroit il parlait. Il suffit de les retrouver sur la carte. Comme Kornouk avant lui, Druse se rend vite compte que les noms de l'époque ne correspondent à aucun des noms actuels. Finalement, ce n'est pas si simple. Merci pour ces 3 noms, mais on ne sait pas à quoi ils font référence. De nos jours, ces noms ne sont plus utilisés pour désigner des lieux. Mais ils correspondent peut-être au nom de l'époque d'Hérodote. Druse analyse à nouveau la carte. Au bord du littoral, il repère une ville. Elle s'appelle Magdolum. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite trouvé que ça ressemblait à Migdol. Si le Magdolum de la carte est bien le Migdol de la Bible, le point de traversée ne doit pas être loin. Juste au nord de Magdolum, Druse remarque une péninsule qui semble correspondre au texte biblique. Voici la carte que j'ai trouvée dans la bibliothèque Norlin. Ici, on a une ville nommée Magdolum. Si Moïse a accompli ce miracle à cet endroit, il se trouvait exactement entre Migdol et la mer Méditerranée, juste au-dessus. Il se peut que le phénomène de décote se soit produit sur ce site. Druse met donc au point un modèle océanographique de la zone en question. La mer Méditerranée est ici. Là, on a la lagune peu profonde du lac de Tanis. De ce côté, on a 2 autres petites lagunes qui se sont formées sur la branche pélusiaque du Nil. C'est à cet endroit que Moïse et les Israélites se sont retrouvés coincés entre les étendues d'eau et l'armée égyptienne qui arrivait par l'ouest. Ils sont donc pris au piège. Mais il se peut qu'un vent d'est se soit mis à souffler dans ce sens. L'eau se serait ainsi reculée de chaque côté et aurait dégagé cette zone. Moïse et le peuple d'Israël ont alors pu s'enfuir ici. Puis quand le vent s'est arrêté, la mer s'est refermée en une vague déferlante. Les soldats en train de traverser n'avaient aucune chance d'échapper à la noyade. Je me suis dit, ça y est, j'ai peut-être enfin la solution. Karl Druse est plus que satisfait de ses progrès. Toutes les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. J'étais survolté. J'avais vraiment l'impression que tout collait cette fois. Il ne lui reste plus qu'à prouver sa théorie. Il fallait encore faire les calculs. On peut raisonner autant qu'on veut, mais au bout du compte, il faut aussi s'appuyer sur des données scientifiques. Après des mois de calculs, Druse se sent prêt à soumettre sa théorie à un dernier test. Il va faire analyser son modèle océanographique par le superordinateur de l'université. La tension est à son comble. On peut écrire son mémoire aussi bien à partir de résultats négatifs que positifs. Mais j'avais l'impression que si je n'arrivais pas à faire traverser la mer à Moïse, je n'aurais pas mon diplôme. On finit par perdre la tête quand on travaille toute la nuit. Druse teste son modèle.
Les premières tentatives sont un échec. Ces déconvenues sont particulièrement frustrantes pour le scientifique. C'est toujours des moments difficiles, mais ça aide énormément d'avoir la foi. Bob Cornuke, lui aussi, a la foi. Il a découvert que Yamsouf peut se traduire par « mer des roseaux ». Mais il pense que la piste du lac de Karl Drews est une perte de temps. Il estime que la Bible est assez claire. Elle parle d'une véritable mer. Je pense que tous les gens qui s'appuient sur la théorie de la mer des roseaux font fausse route. La Bible dit que les Égyptiens ont coulé comme des pierres dans les profondeurs d'une vaste mer. En 1988, la quête de la mer Rouge de Bob Cornuke et Larry Williams les mène à Londres. Les archéologues estiment que leur quête est vouée à l'échec. Mais Cornuke est déterminé à poursuivre son enquête sur le point de traversée du détroit de Tirane. Pour trouver d'autres preuves, il doit aller de l'autre côté du golfe d'Aqaba, en Arabie Saoudite. Mais il est face à un problème. Les autorités saoudiennes s'y opposent. Williams et lui sont venus à Londres dans l'espoir d'obtenir un visa. Larry avait des contacts qui lui avaient assuré qu'il pourrait nous aider à obtenir un visa. On devait même avoir une entrevue avec un prince saoudien, mais il était déjà reparti. Cornuke et Williams attendent patiemment à Londres, mais aucun visa ne leur est délivré. La déception est immense. Sans cette autorisation de voyager, leur enquête est dans l'impasse. Pour traverser le golfe, l'ancien policier va devoir enfreindre la loi. Les deux aventuriers mettent au point un plan de la dernière chance pour obtenir des visas. Larry est allé voir un ami qui lui a dit « J'ai une lettre du fils du roi d'Arabie Saoudite et un contrat pétrolier, mais il date un peu. » Les deux compères découpent l'entête et la signature de l'ancienne lettre. Puis ils s'en servent pour rédiger un courrier demandant à l'ambassade saoudienne de leur accorder un visa. On avait la signature, mais il a fallu qu'on l'agrandisse pour repasser sur les traits et lui donner un aspect récent. Ensuite, on l'a à nouveau réduite, puis coupée et collée. Le résultat était assez convaincant. En 1988, les communications par Internet sont encore très rares. Le moyen privilégié pour envoyer des documents urgents est le fax. Pour que notre fax ait l'air de provenir d'Arabie Saoudite, Larry a dû reprogrammer la date, l'heure et l'adresse de la machine. Tout était impeccable. Et la lettre avait l'air tout à fait légitime. Il est temps d'envoyer le fax. Cornuke sait que leur plan est dangereux, mais ils sont prêts à prendre le risque. C'est leur dernier coup de poker. À ce moment-là, je me suis dit qu'on allait soit faire la plus grande découverte de l'histoire, soit finir enterré au milieu de nulle part au fin fond de l'Arabie Saoudite. Contre toute attente, leur plan fonctionne. Bob Cornuke et Larry Williams obtiennent un visa. Quelques jours plus tard, ils sont en route pour l'Arabie Saoudite. Quand ils ont fermé la porte de l'avion, j'ai compris qu'on ne pouvait plus faire marche arrière. Les deux compères s'envolent vers Tabouk. Ils gagnent ensuite la côte en voiture. Ils sont persuadés que l'ouverture de la mer Rouge a eu lieu dans le détroit de Tirane. S'ils ont vu juste, les deux principales étapes du voyage mentionnées dans l'Exode doivent se trouver du côté saoudien du Golfe.
La première étape est la source d'eau amère de Mara. Mara est un mot qui signifie amer. À cet endroit, Moïse utilise son bâton pour miraculeusement transformer l'eau amère en eau douce et potable. L'étape suivante est celle des 12 sources d'eau d'Élim. Cet endroit est décrit comme une oasis avec 70 palmiers et 12 sources d'eau. Cornouk et Williams passent la nuit du côté saoudien du détroit de Tiran. D'après eux, il s'agit de la plage où les Hébreux sont arrivés après la traversée de la mer Rouge. On s'est installé sur la plage. Puis on a bu nos bouteilles d'eau à la lumière des étoiles, en écoutant le bruit des vagues. On se disait que si on était bien à l'endroit où l'Exode avait eu lieu, c'est que Dieu voulait qu'on suive les traces de Moïse. Ça ne pouvait pas être un hasard. Le lendemain matin, les deux aventuriers sont bien décidés à prouver qu'ils ont vu juste. Il ne leur reste plus qu'à trouver les eaux amères de Mara et les 12 sources d'Élim. J'ai consulté ma Bible, qui disait qu'ils avaient voyagé 3 jours avant d'atteindre la source de Mara. Donc on a réglé notre odomètre sur une trentaine de kilomètres. Ça devait être la distance qui nous en séparait. Cornouk et Williams traversent les terres arides du désert. « 33 kilomètres plus loin, ils découvrent des sources. Ils n'ont plus qu'à goûter l'eau. Cette eau était si amère que le goût m'est resté dans la bouche pendant 2 jours. C'était horrible. On a presque eu l'impression de se brûler la langue. L'amertume ne faisait aucun doute. On était sûr que c'était bien la source d'eau amère de Mara. Cornouk pense avoir trouvé une première preuve de l'arrivée des Hébreux en Arabie Saoudite après leur traversée du détroit de Tiran. Prochaine étape, les 70 palmiers et les 12 sources d'eau d'Élim. Ils continuent leur route sur l'itinéraire qu'ils estiment être celui de l'Exode. L'euphorie est à son comble quand ils aperçoivent une oasis au loin dans le désert. Il y avait des palmiers partout, c'était magnifique. Une fois dans la palmeraie, ils découvrent plusieurs sources. Cette fois, l'eau est fraîche et potable. C'est exactement ce qu'ils espéraient. La palmeraie abritait 12 sources d'eau. Pas 11 ni 10, mais bien 12. Ça coïncidait avec la description des sources d'Élim dans la Bible. Pour Cornouk, les indices commencent à s'accumuler. Mais avant de boucler le dossier, il souhaite encore trouver une dernière preuve. Il n'a trouvé aucun débris de char du côté égyptien du Golfe. Il va peut-être avoir plus de chance du côté saoudien. J'essayais de déterminer où les corps des soldats avaient pu remonter à la surface, une fois gonflés d'eau, et où le courant les avait transportés. J'espérais localiser des parties de leur équipement en métal qui auraient résisté à l'épreuve du temps. Cornouk sent qu'il est à 2 doigts de prouver que la traversée a bel et bien eu lieu sur le détroit de Tiran. Dans le Colorado, la tension monte également pour le scientifique Carl Drews. Lui est persuadé que la traversée a eu lieu plus au nord, au bord du lac Manzala, dans la région est du détroit du Nil. Pour confirmer sa théorie, il doit démontrer à l'aide de son modèle qu'un vent d'est peut ouvrir ce cours d'eau tel qu'il existait il y a 3000 ans. Après quelques déconvenues,
il va utiliser un superordinateur pour tester la validité de son modèle. La gorge serrée, il appuie sur le bouton « Entrée » pour lancer l'analyse. Il observe l'écran de l'ordinateur qui traite ses données. Toutes les 6 minutes, le modèle se met à jour, révélant peu à peu les mouvements de l'eau. Ces calculs sont si compliqués qu'il va falloir plusieurs heures pour les effectuer. Au départ, je cogitais. Puis j'ai compris que je devais prendre exemple sur Moïse qui a patienté dans la foi. Il fallait juste attendre, comme Moïse l'a fait. L'analyse du modèle va prendre toute la nuit. Même s'il trépigne d'impatience, Druz décide de rentrer chez lui. Le lendemain matin, il consulte le résultat du test pour voir si sa théorie fonctionne. J'ai zoomé sur le modèle et oui, ça avait marché. Aux yeux de l'ingénieur logiciel, les résultats de l'analyse du modèle océanographique sont concluants. On a le bleu pour l'eau, en vert ce sont les basses terres et en rouge les zones de relief. On peut voir une zone marron s'étendre de ce côté, c'est la langue de terre. 9 heures plus tard, on peut traverser. Le chemin s'étend sur plusieurs kilomètres de large, donc il y a la place pour que tous les Israéliens passent. Jusqu'à la 12e heure de simulation où le vent s'arrête et la mer se referme des deux côtés. S'il y a encore des gens en train de traverser, ils n'ont que quelques minutes pour s'enfuir avant d'être engloutis sous les vagues. L'armée de Pharaon a très bien pu y être décimée, piégée par les eaux. Karl n'a plus le moindre doute. Son modèle prouve que la traversée de la mer Rouge a pu avoir lieu telle qu'elle est décrite dans la Bible à la pointe est du lac Manzala. Inventer une histoire pouvant être vérifiée à l'aide d'un modèle océanographique dépasse les compétences d'un conteur de l'âge de bronze. Cela prouve que ce miracle est réaliste et que ces événements sont bien arrivés. Druz estime avoir démontré où et comment l'ouverture de la mer Rouge est survenue. Kornouk, lui, reste persuadé que la théorie du lac est fausse. Il pense que le miracle a eu lieu au détroit de Tiran. Mais pour étayer sa thèse, il a besoin de trouver des débris de chars de l'armée de Pharaon sur le littoral du détroit. Il fait donc appel à des amis autorisés à voyager en Arabie Saoudite. Kornouk leur demande de fouiller les plages de grès des côtes saoudiennes du détroit. Ce que ses amis découvrent va dépasser toutes ses espérances. Ils ont déniché des morceaux de bronze antique. Cette relique a été trouvée sur les côtes saoudiennes dans une zone qui était autrefois submergée. Il y a 3500 ans, le niveau de l'eau était plus élevé. Depuis, la mer a reculé de 5 à 10 mètres. Ce petit objet a été déterré sur le rivage où l'armée égyptienne aurait dérivé. Il a très bien pu se retrouver recouvert de corail. Et c'est ce qui aurait permis de le préserver pendant toutes ces années. Il est possible que ce soit un vestige de l'Exode. J'ai la ferme conviction que le détroit de Tiran est l'endroit où la mer Rouge s'est séparée en deux. À mes yeux, ça ne fait aucun doute. C'est là que les enfants d'Israël ont pu s'enfuir et que l'armée égyptienne a été décimée par les flots. C'est la preuve que Dieu a laissé son empreinte sur notre planète. Cela nous montre qu'il était là à cette époque, qu'il est avec nous chaque jour et que notre destinée est entre ses mains. Les archéologues professionnels soutiennent que chercher l'endroit où Moïse a ouvert la mer Rouge est une quête inutile. Malgré tout, Karl Druz et Bob Kornouk sont tous deux persuadés d'avoir résolu ce mystère. Si, comme ils l'avancent, Dieu a laissé son empreinte sur la planète, tôt ou tard, la vérité devrait finir par faire surface.